Je vais vous parler de l'art allemand durant l'entre-deux-guerres. En introduction, dans un contexte d'évolution des formes et des perceptions de l'art, la Première Guerre mondiale vient accélérer ce processus de rupture avec les codes de l'art figuratif traditionnel. En effet, durant les années 1910 et 1920, un nouveau courant fait son apparition et vient révolutionner la manière de faire de l'art. L'art moderne. On parle tout d'abord d'avant-gardisme. Le but de ce courant est de contester tous les impératifs liés au beau. L'importance du tableau ne dépend plus du sujet. Ainsi, l'artiste français Marcel Duchamp, l'un des précurseurs du modernisme, invente le ready-made grâce à son œuvre Fountain, exposée en 1917 au Salon des Indépendants à New York. Il introduit donc une nouvelle façon de faire de l'art aux artistes du monde entier. Ce désir de s'éloigner radicalement des valeurs traditionnelles héritées de l'Antiquité s'accentue après la Première Guerre mondiale. La population sort complètement bouleversée de ce conflit. Les mentalités changent, mêlant traumatisme, pacifisme et une volonté de se changer les idées. C'est pour cela que la vie culturelle se développe rapidement, notamment à Berlin, sous la République de Weimar. Mais dans les années 1930, l'art moderne se heurte à l'idéologie nazie qui prône un art officiel que l'État peut contrôler, prônant l'harmonie et les modèles antiques. Ainsi, comment l'Allemagne transitionne-t-elle de l'art moderne vers un art officiel contrôlé par l'État ? Dans cette perspective, nous aborderons dans un premier temps le développement de l'art moderne en Allemagne. Dans un second temps, nous expliquerons les particularités de l'art officiel. Enfin, dans un troisième temps, nous nous intéresserons au contrôle qu'exerçait le régime nazi sur l'art, notamment celui qu'il surnommait l'art dégénéré. En première partie, l'art moderne et la culture de Weimar. Tout d'abord, à la fin de la Première Guerre mondiale, en Allemagne, est proclamée la République de Weimar, qui se déroule de 1918 à 1933, c'est-à-dire jusqu'à l'élection du parti nazi. L'Allemagne devient donc une république après avoir été dirigée jusqu'ici par un empereur. Malgré une période de conflit interne sur le plan politique, la vie culturelle allemande connaît un nouveau départ florissant. Tout d'abord guidée par l'expressionnisme qui avait commencé à gagner en popularité avant la guerre, la scène artistique est rapidement occupée par un nouveau courant, la nouvelle objectivité. Ce mouvement réunit de nombreux artistes, dont les plus connus sont Otto Dix et Georges Grosz. Ils sont opposés à la République de Weimar et proposent un art en quête de vérité, non pas au travers d'un certain réalisme figuratif, mais plutôt grâce à leur style particulier qui a tendance à déformer les sujets. En effet, leur but est de montrer la brutalité du réel et de la société allemande de l'entre-deux-guerres. Ils proposent une critique du contraste entre la bourgeoisie allemande qui s'enrichit de plus en plus et du taux de chômage croissant. La nouvelle objectivité révèle aussi la blessure qu'a laissée la Première Guerre mondiale dans la mentalité des artistes. Cela se traduit par l'arrêt des codes de la mimésis, c'est-à-dire une reproduction idéalisée du réel. Au contraire, l'art de la sortie de la guerre traduit la souffrance et le traumatisme des sociétés en montrant une réalité crue. On peut prendre pour exemple Otto Dix, dont bon nombre d'œuvres traitent de l'horreur de la guerre, comme par exemple ici avec ce tableau appelé La guerre et peint en 1920, qui est en fait un triptyque basé sur certains triptyques qu'on retrouve dans les églises catholiques qui représentent des scènes voulant montrer une évolution. Un autre groupe d'artistes allemands est créé le 3 décembre 1918 par Max Pechstein et César Klein. Ce groupe se nomme le groupe de novembre. Parmi les autres membres du groupe, on peut trouver Otto Dix et Georges Grosz, encore une fois, ainsi que Paul Klee, Vassili Kandinsky ou encore Raoul Haussmann. Certains artistes de ce groupe créent le
Bauhaus, qui est à la fois un style regroupant tout type d'art allant de la photographie à l'architecture, et une école d'art fondée dans la ville de Weimar. Ainsi, le Bauhaus contribue au développement de l'art moderne en Allemagne jusqu'à sa fermeture en 1933. En deuxième partie, l'art héroïque, un art idéologique et officiel. Comme vous le savez probablement déjà, avant de se lancer dans une carrière politique, Hitler souhaitait intégrer les beaux-arts. Il se présente 2 fois aux examens d'entrée de l'école des beaux-arts de Vienne, en 1907 et en 1908, mais se fait refuser à 2 reprises. Malgré son double échec, il garde tout de même une certaine sensibilité artistique qui le conduira à donner de l'importance à l'art durant le régime nazi. Cependant, il établit un lien très fort entre l'art et l'idéologie nazie, et offre un regard antisémite sur les œuvres allemandes. En effet, la thématique de l'homme nouveau revient souvent dans les tableaux et les sculptures autorisées à cette époque. Ainsi, les œuvres autorisées reprennent les courants artistiques plus traditionnels, comme le classicisme, le romantisme et le réalisme. Le but est de produire un art jugé homogène, dans lequel la pensée personnelle n'a pas sa place, dans cette volonté d'édifier une culture nationale. L'historien américain George Lachman parle de l'esthétique nazie en la définissant comme une beauté sans sensualité, qui doit symboliser la morale. L'homme idéal, représenté dans les sculptures nazies, s'inspire des canons de beauté de la Grèce antique. Ces œuvres glorifient le corps et font appel aux figures héroïques. Donc malgré cette idée d'homme nouveau et de race supérieure, l'art officiel reste très conservateur et ignore considérablement la révolution artistique enclenchée par l'art moderne. On peut parler d'un art officiel pour une autre raison, sa fonction de propagande. En effet, le monopole des œuvres d'art va permettre au régime nazi de mettre en valeur ses idées afin d'endoctriner la population par la voie culturelle. Les affiches, la sculpture et l'architecture sont des vecteurs des idées du parti. On y retrouve des portraits, notamment des portraits du Führer, qui sont un exemple de la culture du chef exercée à cette époque. Dans une troisième partie, l'art dégénéré contre l'art allemand. Dès 1933, le parti nazi exerce un contrôle sur l'art. En effet, le 13 mars 1933, il crée le ministère de la propagande et de l'information. À sa tête, Joseph Goebbels, qui est également chargé de veiller à ce que les artistes se plient à cette conception de l'art. Ceux qui ne le font pas sont persécutés et considérés comme des ennemis politiques. Ainsi, l'art moderne est considéré comme un art dégénéré par Hitler. Cet art serait contaminé par une mauvaise influence juive, bien que ce mouvement compte peu d'artistes juifs. L'art moderne exprime les angoisses humaines, les émotions et les sentiments. Il peut parfois faire appel au fantastique et à l'étrange. Tout cela est contraire à l'idéologie nazie, qui prône une certaine unité avec du réalisme et une unité idéalisée dans son art. Les nazis considèrent donc que cet art est décadent. Pour pousser la population à s'en détacher, ils organisent donc, en 1937 à Munich, une exposition d'art dite dégénérée. Ce n'est pourtant pas difficile, puisque l'art moderne n'est pas populaire auprès du public à cette époque, et cela dès ses débuts, en raison de sa complexité. Mais ainsi, cette exposition, gratuite d'art dégénéré, est inaugurée le 19 juillet 1937 à Munich. Elle est itinérante et se déplace pendant 4 ans dans tout le pays, et ainsi qu'en Autriche. Elle est constituée d'œuvres confisquées, mises en scène de façon négative. Par exemple, des photographies de malades mentaux sont placées à côté de certaines œuvres. Cette exposition a lieu en même temps que celle de l'art allemand à la Maison des Arts de Munich. Un art présenté comme pur en comparaison avec l'art dégénéré. En conclusion, on peut dire que l'art permet de transmettre des idées et se
il reflète le climat de l'époque. Il est important pour un régime totalitaire de contrôler son image via la culture, et notamment à travers l'art, qui peut participer à l'endoctrinement des populations lorsqu'il prend la forme de propagande.